Musique en mémoire. Musique en mémoire. Écoutez nos auditeurs, Bertrand Roulet. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui encore notre spécialiste dans cette émission. Écoutez nos auditeurs lever le sourcil en se disant Richard Wagner c'est inconnu, on le connaît quand même pas mal. Et apprenons à nos auditeurs le sous-titre d'aujourd'hui, Bertrand Roulet. Miniature et dépouillement. Alors là, Richard Wagner est inconnu. La musique de Richard Wagner, Bertrand Roulet, soit on tombe dedans tout seul, soit on se fait un peu pousser. Et je commencerai par un souvenir personnel. J'étais dans l'adolescence, âge très critique, et un prof de collège nous incitait à aller découvrir une tétralogie. C'était dans les années 70 à Genève, et il nous disait, pour nous initier à cette musique, je vais vous faire écouter La Chevauchée des Valkyries, puis après on refermera ce prospectus, puis on parlera de Richard Wagner. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va laisser de côté tout ce qui est artillerie lourde, on va dire comme ça, Bertrand Roulet, vous n'allez pas aimer ce genre d'expression. Et puis on va se pencher dans le Wagner chambriste, musicien de chambre, celui qui sait souligner les accents les plus intimes de l'âme humaine. Bertrand Roulet. Nous allons aller au cœur de cette œuvre. Le cœur de cette œuvre, c'est la tendresse, c'est l'union avec la nature, l'union avec nos tréfonds. Et il a fallu tout un drame complexe pour expliquer pourquoi on avait de la peine à avoir accès à cette intériorité. Et puisque vous avez fait allusion à la chevauchée des Valkyries, il faut bien se rappeler, comme on l'a montré dans les émissions précédentes, que Brunhilde, la Valkyrie, va justement se dépouiller de cette cuirasse pour avoir accès à un rôle tout à fait différent, qui est même semblable au Christ dans la structure du ring, qui est elle-même semblable à celle de la Bible. Toute proportion gardée, c'est aussi un petit peu ce qu'on fait cette semaine dans Musique en mémoire. Laissez-moi le rappeler, Bertrand Roulet, à nos auditeurs. Vous êtes ici comme notre invité et notre spécialiste. Vous êtes attablé à ce piano. Aujourd'hui, c'est un Steinway. Et puis, nous avons des disques, une quantité énorme d'extraits musicaux qui viendront là fonder vos propos, qui viendront partager cette recherche de ce Wagner dépouillé ou en quête de dépouillement. J'aimerais peut-être préciser ma pensée avec une métaphore. Lorsque vous voyez une montagne de loin, peut-être ça peut vous faire peur, vous vous dites que voilà quelque chose de massif. Mais lorsque vous êtes de près, lorsque vous êtes sur cette montagne elle-même, rien ne vous empêche de vous étendre au pied d'un arbre, d'entendre murmurer une source et de respirer une fleur. Et c'est exactement ce qui se passe quand on entre au cœur des drames de Wagner eux-mêmes. C'est ce qu'on vient de faire avec cet extrait de la Valkyrie, ce violoncelle solo complètement lyrique et intérieur. Absolument. Et j'ai parlé de tendresse. Tendresse veut dire aussi tendresse et compassion envers toutes les formes vivantes, en incluant les animaux que Wagner a plusieurs fois chanté de manière admirable. Et j'aimerais vous montrer un passage dans Siegfried, où Siegfried, à l'écart de la civilisation, est en osmose avec la nature et avec l'amour qu'il aperçoit chez les animaux. Et voilà ce thème. Et il parle successivement des oiseaux, des renards, des chevreuils. Et c'est vrai que c'est une musique qui me parle beaucoup, puisque si je fais aussi appel à des éléments personnels,
J'entretiens un lien tout à fait privilégié avec des biches en semi-liberté au parc de Goldau. Qu'est-ce que ça veut dire, un lien très particulier avec des biches? Ça veut dire, sans rentrer dans votre vie privée, Bertrand Roulet. Ça veut dire que je les connais personnellement, Oui. que je les distingue facilement l'une de l'autre, qu'elles me reconnaissent et que j'ai pu les observer de près chaque semaine et que j'ai pu aussi constater de nombreux liens de tendresse entre une biche et une autre, entre un cerf et une biche, tout à fait en dehors des périodes de rut. Et cette musique me parle beaucoup. Donc Siegfried, dans ce récit, parle de plusieurs animaux. Et le portrait de ces animaux va en quelque sorte se superposer au thème que j'ai joué tout à l'heure. Donc d'abord, il y a les oiseaux. On est déjà comme dans Pierre et le loup avec la flûte. Ensuite, le hautbois, la clarinette, le cor anglais. Et ensuite, il va parler même des renards et des loups. Et le motif va descendre jusqu'au basson. Alors, dans l'extrait qu'on va entendre, c'est peut-être pas la version qui est la plus claire pour entendre tous ces détails, mais c'est certainement une des plus émouvantes avec Wolfgang Wingassen et Georges Solti. Selbst Teufelswold, das wären Menschen und Weibchen. Sie grusten so lieblich, ließen sich nicht. Sie bauten ein Nest und brüteten drin. Da flatterte junges Geflügel auf und eine pflegten der Brut. So wurden die Busch auch Rehe gepaart, selbst wilde Füchse und Wölfe. Darum brachte zum Nest das Mädchen, das Weibchen zeugte die Welt. Da lernte ich wohl, was Liebe sei. Damit fand ich die Welpen nie. Wagner est un miniaturiste, il n'existe aucune orchestration plus raffinée, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Boulez, et c'est vous qui le soulignez lors de la préparation de cette émission, Bertrand Roulet, et c'est une des seules choses que vous tirez des livres, il faut le dire à nos auditeurs, il faut que vous le sachiez, vous qui écoutez Musique en mémoire, vous ne trouverez tout ce qui se dit ici dans aucun livre, n'est-ce pas Bertrand Roulet? C'est vous qui, dans votre pratique de votre Richard Wagner, avez tiré des liens, tiré des traits, fait des relations, établi des concordances, souligné des choses, et c'est ce qui donne cette série de 5 émissions, Bertrand. Oui, je considère Wagner comme un ami, comme un père, et je le porte en moi depuis mon enfance, et donc je n'ai pas eu besoin de préparer ce sujet comme on préparerait quelque chose d'extérieur et de lointain. Avec tous ces extraits intimistes et de miniaturistes, comme on l'a dit, j'ai eu l'embarras du choix. Je me suis dit, il faut quand même un fil conducteur pour cette émission, sinon alors on écoute simplement la musique telle qu'elle est. Et je pense que c'était intéressant d'avoir un jeu de miroir avec d'autres compositeurs. Et là, on va commencer à tirer ce fil d'Ariane avec le motif de flûte qu'on a entendu dans cet extrait. Et j'aimerais faire tout de suite un lien avec Debussy. On va beaucoup parler de Debussy. J'aime beaucoup Debussy. Je l'ai beaucoup joué en étant aussi enfant. J'ai beaucoup baigné dans cette musique que j'adore. Et ce motif me rappelle tout de suite une pièce bien connue, la première arabesque. Et là, nous allons faire un parallèle, nous allons revenir à Siegfried, dans les murmures de la forêt, où nous avons absolument la même musique. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où cette musique était écrite, je crois même que les parents de Debussy étaient loin de s'être connus.
Oui, c'est ça. Mais ça veut dire aussi peut-être que Debussy lance là un hommage, un salut, non? Avec- Littéral, quasiment. Je crois qu'effectivement, il faut dépasser tous les écrits qui ont pu être laissés et voir une grande parenté. On va en voir beaucoup dans cette Et on va en quatrième voir émission. beaucoup, oui. Et des parentés parfois incongrues, ou très surprenantes quand même. Très hein. surprenant. Et des gens qui ne doivent pas forcément dévoiler leur amour de Wagner. C'est très curieux que les commentateurs ne soulignent pas certaines choses, mais Ouais. vous verrez que c'est tout à fait évident. On s'en donnerait une autre preuve, une preuve suivante. On va écouter ces murmures de la forêt, cette fois au disque. Il y a tout le temps des parallèles à remarquer entre Debussy et Wagner, puisque nous sommes dans les arabesques Et dans les murmures de la forêt. et on dans les quitte. murmures de la forêt. Prenons la deuxième de ces arabesques pour piano. Oui. Et écoutez tout d'abord les accords qui finissent le premier acte des maîtres chanteurs. Oui. Et maintenant, la fin de la deuxième arabesque de Debussy. Sauf qu'au lieu de faire, il fait encore quelques accords. Alors écoutons juste ces quelques secondes de la fin du premier acte des maîtres chanteurs. Ça joue dans les tonalités aussi? Ou c'est simplement dans le mouvement et dans l'esprit? Et très souvent, ça joue dans les tonalités. C'est à se demander si Debussy, qui a même été, je crois, co-répétiteur pour certains ouvrages de Wagner, en se mettant au piano, ne s'inspirait pas pour ses préludes. Et le lien est extrêmement fort quand on joue Wagner au piano. Il y a énormément d'exemples possibles. Écoutez par exemple au piano le miroitement de l'or dans l'or du Rhin. Oui. Déjà ça, c'est très debussyste. Mais Wagner fait encore ceci. Et nous sommes au début des années 50. C'est absolument étonnant. On est pratiquement 15 ans avant la naissance de Debussy. Comment on pourrait décortiquer? Qu'est-ce qui est debussyste ou qu'est-ce qui sera debussyste dans Alors une ce phrase qui est comme ça? debussyste, c'est déjà le rôle de la carte. C'est le sens extrêmement raffiné du son, du timbre qui devient un élément d'inspiration. Et puis l'harmonie très claire, diatonique. Et puis surtout l'orchestration avec les cordes divisées, comme on peut s'en rendre compte en écoutant la version originale. Une signature de Debussy, c'est évidemment l'utilisation de modes tels qu'on peut l'entendre dans un thème comme celui-ci.
Alors évidemment, chez Wagner, ce genre d'exemples ne sont pas légion, mais on en trouve, comme par exemple dans le Pâtre de Tannhäuser, où on a ce motif. Le sens modal. Le sens modal, et dans cette scène de Tannhäuser, Wagner accumule les expérimentations, si on veut dire, bien qu'il n'y ait pas d'expérimentation en tant que telle, il n'y a pas d'effet sans cause, comme il aimait à le dire, mais il y a en même temps une exploration de l'espace scénique. Une musique d'inspiration modale, là pour figurer, pour emblématiser cette présence du pâtre, avec ce statut du pâtre qui est le même pour nous depuis des siècles ou des millénaires. Mais ce que vous nous dites, Bertrand Roulet, cela s'entend bien au piano, bien sûr, si on pense au piano de Debussy et que vous nous transcrivez ces partitions de Wagner au piano, c'est immédiat, cet esprit de famille, cette parenté, cette proximité. À l'orchestre peut-être moins, vous nous l'avez montré avec ses cordes, mais le jeu du piano et de l'orchestre, Bertrand. Alors le fait de transcrire et de tout ramener à l'ossature même de la musique permet de faire des rapprochements tout à fait étonnants. Oui. On peut même en faire avec Chopin. Entre Chopin et Wagner, il y a des liens absolument étonnants, notamment la présence de lignes rapides et sinueuses, comme celle qu'on peut entendre au deuxième acte de Tannhäuser. Et peut-être on ne penserait pas ce lien avec Chopin en écoutant la version originale. C'est cela, exactement. À l'orchestre, c'est moins évident, mais riche de votre phrase. Écoutons-la. Gott, steht auf, lasst mich. Ich darf ich euch hier sehen. Du darfst, bleib und lass zu deinen Füßen mir. Est-ce que vous voulez encore un petit peu de Chopin-Wagner ? Oui, j'aimerais bien, parce que c'est vrai, c'est évident, c'est limpide au piano. Dans les traits de violon, ça l'est un tout petit peu moins. J'aimerais bien que ce ne soit pas seulement un hasard, Bertrand Roulet. Alors prenons un thème typiquement chopinien. Donc vous avez ce gruppetto. Wagner fait beaucoup de thèmes qui ont justement aussi cette tournure, comme par exemple le thème de Brunhild dans le Crépuscule. On a vu aussi le thème de la prière de Rienzi dans la première émission. Mais je reviens avec mon exemple de Chopin. Et si maintenant je vous joue ce passage chanté par Elisabeth au deuxième acte de Tannhäuser. J'aime énormément cette pureté, ce Wagner classique, ce Wagner qui fait vibrer les mêmes émotions que nous ressentons avec Mozart, avec Schubert, avec Chopin. Alors là, évidemment, vous l'interprétez à la Chopin, cet air de Elisabeth, quand même un petit peu, Bertrand Roulet, pour la beauté de l'exemple. Mais vous verrez qu'on retrouve la même délicatesse, surtout avec la voix de Cheryl Studer et la direction de Giuseppe Sinopoli. Eh bien, c'est ce que je demandais à entendre. Steh
Wagner, Chopin, Chopin, Wagner, Bertrand Roulet. Alors il y aura même un exemple qui serait tout à fait parlant dans un rapprochement chez Wagner à la fois avec Chopin et avec Debussy. C'est ce moment au deuxième acte de Tristan où il y a ce tapis de corps, cette fois pas de cordes mais de corps, qui est si nostalgique et qui me rappelle des impressions que je peux ressentir parfois au crépuscule. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. Ça me parlera plus quand vous le jouerez, certainement. Quand vous êtes dans une ville au crépuscule et tout d'un coup des cloches sonnent au loin, vous sentez une vague nostalgie, un appel. Et l'extrait que j'aimerais vous faire partager maintenant, on est à la fin de ces sonorités de corps qui s'éloignent. Et Isolde dit que ces sons, ce ne sont plus les corps, parce qu'un corps ne peut pas être aussi doux, c'est le murmure des sources. Et on a les clarinettes qui reprennent cette harmonie et qui font cette ondulation. Suavité des harmonies typiquement françaises. Oui. Et après, un thème à la sinuosité tout à fait chopinienne. D'où l'importance d'avoir des voix délicates, une direction fine Oui. pour écouter Wagner, comme ici dans cet extrait de Tristan avec Carlos Kleiber. J'aimerais rappeler votre attention sur cette ondulation de clarinette qu'on vient d'entendre. Un effet très particulier qu'on retrouve dans le prélude à l'après-midi d'un faune. Écoutons ça. Il y a cet indéniable. Chez Debussy, il est tiré de chez Wagner, évidemment, que Debussy entretenait avec cet héritage un peu encombrant, mais ô combien fascinant. Il entretenait des rapports très particuliers, un peu paradoxaux parfois. Absolument. D'ailleurs, on peut se demander si Wagner avait écrit un opéra en français, si ça n'aurait pas pu donner quelque chose comme ceci. Avec moi, je ne sais pas, je suis perdu aussi.
oui, c'est Péléas, c'est Mélisande de Debussy, Mhm. où Golo dit qu'il est perdu dans la forêt, mais rien de grave, je suis sûr que Siegfried sera là pour lui donner son chemin. Le chemin que cherche Golo, c'est le château du roi Arkel, dont voici l'évocation. Seulement, il aurait intérêt à avoir une carte du tourisme pédestre, sinon il risque de se retrouver dans un autre château, celui de Montsalva, où il risque de rencontrer Parsifal. C'est très très impressionnant, Bertrand Roulet, cette parenté. Et là, superposés l'un à l'autre, hein, quasiment mis en filigrane, on se rend bien compte d'une mise en œuvre qui procède vraiment de la même inspiration. Absolument, c'est de la fraternité. Oui, c'est la fraternité en musique. N'en déplaise à ceux qui croient que les chapelles fonctionnent et permettent aux gens de se repérer dans le chemin, pas du tout. N'en déplaise aux commentaires, qui sont toujours la gang, qui sont toujours à l'extérieur de la création elle-même. Les exégètes et des exégètes. Oui, Absolument. Alors, retour au texte. Alors, Retour à justement, cette là, nous richesse. sommes dans un Debussy qui est encore assez romantique, si on veut dire. Mais on pourrait faire encore des parallèles avec Wagner, même dans un Debussy plus expérimental, celui qui tire vers la dernière période, Oui. où il fait un travail sur des cellules mélodiques ou des intervalles, des cellules beaucoup plus brèves. Vous connaissez cette mutation dont on a déjà parlé à partir du thème de l'anneau. On a vu que ça pouvait donner chez Wagner la création d'une harmonie. Oui, c'est-à-dire que l'accord que vous venez de jouer est constitué de motifs que vous nous avez interprétés tout à l'heure. Tout à fait. Mhm. Et Wagner ensuite utilise cet étagement en sautant une marche. C'est-à-dire au lieu d'avoir... Et c'est un motif qui indique une sorte de stupeur, exactement comme si on sautait une marche. Et ainsi, le début de Siegfried commence par ces écarts de tierces tout à fait étonnants. Je les joue un tout petit peu plus rapidement que dans l'original. Et on a même, à un moment donné, au deuxième acte de Siegfried, cette extraordinaire cascade de tierces écartées. Et maintenant, j'ouvre le deuxième cahier des préludes de Debussy Oui. et j'y vois une pièce qui s'appelle « Pour les tierces alternées », qui est à la fois une étude de piano, pourrait-on dire, mais aussi une étude de composition. Et voici le début.
C'est QFD. Oui, je crois que ça parle de soi-même, évidemment. Alors, on a parlé de Debussy comme du créateur d'ambiance délicate. Ce serait lui aussi l'enfermer dans un moule, parce Oui. qu'il y a aussi du Debussy tout à fait sombre, comme par exemple dans Ce qu'a vu le vent d'Ouest. Mais là encore, il doit quelque chose au crépuscule des dieux. Comme on peut s'en rendre compte dans l'enregistrement qui vient. Ce qui les réunit, c'est pas l'expérimentation, c'est l'innovation, plutôt, Bertrand Roulet. Tout à fait. Une innovation qui nous conduit maintenant au cœur du XXe siècle. Chromatisme, polytonalité, atonalisme. Voyons par exemple cet extrait de Siegfried qui semble conjuguer tous ces paramètres. Nous avons par exemple l'hyperchromatisme des parties aiguës. Nous avons cette double ligne, d'abord cette ligne qui descend et cette ligne montante. Et tout cela, Pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est, ça? c'est dans le premier acte de Siegfried. Et tout cela se superpose à une ligne extrêmement dissonante qui est la suivante. Qui est le thème du dragon. Alors tout cela ensemble. Rajouter encore un style vocal très proche du parler, et là on se rapproche carrément d'Alban Berg. Verfluchtes Licht! Was flammt dort die Luft? Was flattert und lattert? Was flimmert und schwirrt? Was fliegt dort und bebt und wabert umher? Da glimmert zum Glitz in der Sonne Blut. Was häuselt und zuckt und saust und bart? Es brummt und braust. Und rasselt hierher. Dort bist du gefallen, will auf mich zu. Ein grässlicher Lachen reißt sich mir auf. Oui, si j'oublie quelques instants ma connaissance leitmotivique du Ring, effectivement, je suis dans Loulou, dans votre dans Loulou plutôt. Oui, on a tout à fait la même densité chez Berg, où si aucune note n'est laissée au hasard, où on a une simple interjection comme Jawohl, Oui. Herr Hauptmann, et ce rythme devient pom 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 dans une basse, et même si on ne s'en rend pas compte, ça donne cette impression de cohérence absolue. On a parlé de Siegfried qui est décidément une œuvre incroyablement innovatrice. J'aimerais vous montrer quelques passages que je vais jouer un tout petit peu lentement, qui sont à la fois ironiques et là peut-être plus proches de Bartók. Au passage, on a des agrégats absolument incroyables. Et la banalité serait été de continuer en faisant... Ou de continuer de quelque chose comme ça, mais ce saut brusque est d'une invention extraordinaire.
vraiment absolument inattendu. On a justement, puisqu'on parlait de Bartók, des passages qui sont tout à fait expérimentaux, pourrait-on dire, dans Siegfried, avec l'utilisation de cellules extrêmement brèves et qui se développent d'une manière absolument non conventionnelle. Alors on pourrait imaginer, peut-être si ce passage s'était trouvé chez Liszt, qu'on aurait un simple glissement chromatique, comme ceci. On pourrait s'y attendre. Et oui. on aurait déjà crié au miracle de quelque chose de tout à fait étonnant. Mais là, si on analyse ce passage qui est rapide, on s'aperçoit que les détails méritent d'être entendus harmoniquement pour eux-mêmes dans la lenteur. Il y a au passage des perles harmoniques. Et c'est quelque chose qui n'est pas régulier, qui est tout à fait semblable à ces formes extraordinaires que la nature fabrique. Entre rigueur et liberté. Absolument. Écoutons donc ce passage très rapide avec donc forcément le chant. Elle a encore un lien très très fort avec le monde de Berg. Wohin schleichst du einschlauchige Wechsel? Der Fluch der Blume, ich brauch dich hier, was bringt dich her? Dein Verschwenden an meinen Gold, verlangst mein Gut. Und von der Stätte, die Stätte ist mein, was willst du hier? Füllst wohl im Geschäft, denn du dich stillst. Was ich erschwand mit Schwer und Will, ich soll mir nicht schwindeln. Hast du im Rhein das Gold zum Ringe geraubt? Erzeugtest du gar den zähen Zauberei? Wer schuf den Tag, der die Gestalten tauscht? Der sein Bedurfte erdacht, ist du ihn wohl. Was hättest du Tümper je wohl zu stapfen durchstanden? Der Zauberring zwang mir den Zwerg erst zu Kunst. Ach, wo hast du den Ring, dir zagen den Rissen und Riesen? Was du verlorst, meine List erlandest für mich. Knabentat, wie leckt die genug Knausen, die gehört sich gar nicht der Hell, ich selbst, der Herr. Ich zog ihn auf für die Zucht, zahlt er mir gut, für Mühe und Lasten, erlaubt nicht lang meinen Lohn. Für des Knabenzucht, will der Gedinkchen schäbige Fläche, denkt du kühn und gar, kühn sein. Dem größten Hund, der Ring gelangt als dir, ihm beringst du mir den Herrscherei. Vous vous rendez compte, dans ce qu'on vient d'entendre, l'étrangeté, d'avoir les bois qui font un motif comme ceci. Et tout d'un coup, les violons qui font comme une espèce de ploup, comme une espèce de langue de belle-mère, là. Donc, imaginez vos violonistes qui sont dans la fosse, qui attendent pop, 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 puis tout d'un coup, prep, juste une espèce de note comme ça, en fait, qui est une contraction du thème de l'anneau, mais qui vient très rapidement. Et donc absolument impossible à atteindre à l'audition seule. Simplement dans la partition, tout cela est contenu dans cette richesse. C'est ce qui fait la richesse des couches, hein, comme on disait en structuralisme. Je dirais que c'est l'intérêt de posséder plusieurs versions d'opéra de Wagner, parce que chaque fois on entend des options différentes, qu'elles soient philosophiques ou évidemment uniquement au point de vue de la structure musicale. Alors là, évidemment qu'on est en plein dans l'œuvre de Richard Wagner, mais qu'on est tout aussi évidemment au début du XXe siècle, on pourrait dire ça comme ça, Bertrand Roulet. Absolument. Avec d'autres exemples, j'imagine. Qui dit début du XXe siècle peut dire d'autres compositeurs qui sont influencés par ce langage très directement, même s'ils s'en libèrent par les manières que l'on découvrira maintenant, à l'instar d'Igor Stravinsky, par exemple. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans un extrait comme ça? Ça sonne d'une manière très nouvelle par rapport au XIXe siècle, pourrait-on dire. On a des sonorités inhabituelles, on a des motifs brefs, ironiques, mais toutes des caractéristiques que l'on retrouve pleinement dans cet extrait des Maîtres chanteurs.
Beckmesser d'un côté, Petrouchka de l'autre. Bertrand Roulet. C'est une curieuse parenté, quoi. Mais pourquoi pas? Mais et pourquoi puisque pas. nous sommes avec Stravinsky, comme vous le savez, il a eu toute sa période néoclassique, Oui. selon quoi il n'a fait que réinventer le fil à couper le beurre, puisqu'on constate déjà du néoclassicisme chez Fauré, dans Masque et Bergamasque. Et chez Wagner, dans les maîtres chanteurs, lorsqu'on a par exemple un maître qui enseigne quelle est la marche à suivre pour composer un chant réussi. Et si je le traduis comme ça à vue de nez, il dit quelque chose du genre au début, il y a la première strophe, il faut ensuite faire ceci. Et on a des vocalises qui représentent l'esprit conventionnel. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ironie chez Stravinsky. Il y en a chez Ah Wagner. oui, il y a beaucoup d'ironie chez Stravinsky. Mais dans la volonté néoclassique. Je quand me demande il- même si Stravinsky pouvait ne pas être ironique. Ah oui, c'est vrai. Quand il réinvente le néoclassicisme, vous pensez que c'est par ironie? Il y a toujours un pincement un petit peu Certainement nerveux caustique. et sarcastique chez Ouais. Stravinsky. Ein des Meistergesanges war, steht ordentlich eingemäße dar, aus unterschiedlichen Gesetzen, die keiner soll verletzen. Ein Gesetz besteht aus Zwischenstollen, die gleiche Melodie haben sollen. Der Stoll aus etlicher Vers gewählt, der Vers hat einen Reim. Stylistiquement, on a cette référence au néoclassicisme. Il faut aussi dire que dans la tétralogie, Bertrand Roulet, thématiquement, il y a des choses qui pourront intéresser les compositeurs du siècle d'après. On a vu ces jours précédents qu'on était dans les mines, dans cet univers de l'industrie, du labeur, du travail. Et ça, évidemment, ça va aboutir au XXe siècle, musicalement, mais aussi extra-musicalement, bien sûr. Bien sûr, quand l'homme accède à sa liberté par rapport au Dieu, ce qui est une bonne chose dans la tétralogie, en même temps, il y a toujours le revers de la médaille à l'arrivée de la machine et le danger, comme le disait Wagner prophétiquement, que si l'homme ne dominait pas la machine, c'est la machine qui dominerait l'homme. Et Patrice Chéreau l'a bien compris dans sa mise en scène, oui. où on voit le champ de l'acier avec une machine qui forge l'épée pour Siegfried. Le chant de l'acier, tiré de la tétralogie, ça me rappelle évidemment le ballet de l'écrou, quelques dizaines d'années plus tard. Oui, ou le pas d'acier de Prokofiev. Voilà, le Si pas nous parlons de d'acier. Prokofiev, parlons d'un autre géant de la musique russe du XXe siècle, Dmitri Shostakovich, Oui. qui s'est souvenu de ce passage en écrivant son deuxième concerto pour piano. Une musique qui avance, on pourrait dire une musique motorique, le motorisme de Wagner. On est quand même très loin du début de la semaine, Bertrand Rollet, où vous nous convainquiez complètement de la qualité intrinsèque des œuvres de jeunesse de Richard Wagner. Mais là, vraiment, on est un siècle plus tard. Hein. Dans sa propre évolution, il y a quand même un cheminement incroyable. Je dirais même qu'on est hors du temps, parce qu'en fait, Wagner ne cherche pas à étonner. On voit très bien qu'après des œuvres qui contiennent des passages tout à fait expérimentaux, rien ne l'empêche, quand le sujet l'exige, de revenir à une simplicité proche du chant grégorien. Et plutôt que de dire que Wagner serait moderne ou ancien, je dirais qu'il est hors du temps. On change de chapitre ? On change de chapitre et on reste avec la musique russe, mais en gardant un pied dans le XXe siècle. Je veux parler des tableaux d'une exposition donc orchestrée par Ravel. Oui. Et voilà un exemple de parenté parmi les nombreux exemples qu'on pourrait relever dans cette œuvre, où Moussorgsky a directement été inspiré par Wagner
Je veux parler du morceau intitulé Catacombes, où on a, d'ailleurs dans l'orchestration de Ravel, qui est très wagnérienne aussi dans cet endroit, l'irruption brusque de profondeurs cuivrées, d'accords étonnants et sombres. Ces catacombes des tableaux de Moussorgsky, colorisés, comme on dit très vilainement, par Maurice Ravel, qui évidemment se souvient, Maurice Ravel, de Richard Wagner. Ça permet aussi de raccourcir la distance qui séparerait les deux inspirations quand même. Oui, puisque ce passage est directement inspiré par l'arrivée d'Herda dans l'Ordurin qui sort de terre. Belle thèse, Bertrand Roulet, que celle de cette Herda, cette terre-mère qui pourrait sortir de ces catacombes de Moussorgsky, en tout cas avec cette parenté évidente. À l'écoute dans Musique en mémoire, je le rappelle que cette semaine, nous découvrons, et aujourd'hui encore on s'en rend compte, ce Richard Wagner inconnu ou méconnu, ou qu'il s'agit d'aller rechercher dans sa propre musique, Bertrand Roulet. Mais nous avons intitulé ce chapitre Miniature et dépouillement. Et là, nous étions plus dans la miniature que dans le dépouillement, avec certaines rudesses du XXe siècle. Alors, je vous propose de prendre un bain qui va faire du bien à l'âme avec une œuvre universellement appréciée, le Requiem de Fauré. Enfin, Bertrand Roulet, une œuvre qui fait consensus, que tout le monde adore, et une œuvre à nul autre comparable. Enfin, ce Requiem de Fauré. Enfin, une musique française, loin de ces brumes du Nord et de ces méchants Allemands à la patte lourde. Écoutons tout de même cet extrait de Parsifal. Auditeur d'Espace 2, ce que je vais vous dire maintenant, vous ne devriez pas le savoir. Quand Bertrand Roulet m'a écrit pour proposer cette émission, il m'a écrit le Requiem de Gabriel Faulkner. C'est très vilain, Bertrand Roulet. Et pourtant, il y a une telle abondance de références wagnériennes dans cette œuvre, bien que Fauré garde absolument sa personnalité, comme Strauss l'a toujours gardé, et comme j'espère à mon niveau l'a gardé aussi, une imprégnation qu'il est facile de démontrer. Nous avons par exemple ce thème du Graal. Et prenez la fin du premier numéro de ce Requiem. Un wagnérien qui écoute ça, il a tout le temps des petites lampes qui s'allument dans ses synapses. L'harmonie de Lohengrin.
Mein lieber Schwan. Mais c'est textuellement sur les mêmes notes que se termine l'In Paradisum de Fauré. Un des rapprochements les plus frappants, c'est celui qu'on peut faire avec le chant des Chevaliers du Graal de Parsifal. Ce rythme pointé à l'orchestre, ces chœurs d'hommes à l'unisson, puissants, Fauré s'en est souvenu dans la partie culminante du Sanctus de son Requiem. Mais c'est absolument terrifiant, cette émission. Il y aura des auditeurs qui vont se dire, mais nous sommes absolument cernés par Wagner. Wagner est partout. Attendez, on s'en est rendu compte 50 fois. J'ai calculé entre les 35 exemples qu'on a écoutés ensemble au disque et ceux que vous nous avez interprétés. 50 exemples, il n'y a pas de hasard, évidemment. Mais écoutez, c'est encore bien pire que ce qu'on pourrait imaginer, parce que figurez-vous que Richard Wagner a été invité le plus beau jour de votre vie. Enfin, je dis le plus beau jour de votre vie. Peut-être qu'avec du recul, vous penserez que c'était le jour de votre gaffe la plus monumentale. Mais vous allez voir ce que j'entends. Et puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain est un autre jour. À demain, Bertrand Roulet. À demain. Musique en mémoire.
Il nous reste bien peu de temps pour conclure la seconde partie de cette émission, de cette longue émission wagnérienne, musique en mémoire, mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a quelques jours, Bertrand Roulet était assis à ce même piano pour l'enregistrement de quelques œuvres exprès pour cette série d'émissions. Et voici donc cette arrivée chez les Cygnes Noirs que l'on doit à la plume de Richard Wagner sous les doigts de Bertrand Roulet.
Richard Wagner, Arrivé chez les Cygnes Noirs, interprétation Bertrand Roulet, piano. Voilà, ainsi s'achève cette émission de Musique en mémoire. Bertrand Roulet, nous le retrouvons demain, ainsi d'ailleurs que Françoise Kfeller pour son assistance à la production. Il faut savoir se souvenir que la réalisation cette semaine est signée Carmen Algarada sur une proposition de Jean-Luc Rider. Espace 2. Des cassettes de nos émissions au 026 323 24 24. Notre adresse internet espace2.ch. L'affaire vous intéresse? Sachez alors écouter cette émission aussi en nouvelle diffusion le soir, dès 23h sur Espace 2, comme chaque émission de Musique en mémoire. Nous avons rendez-vous demain à 9h pour la suite de cette série wagnérienne. Bye bye.